Bonsoir, si vous êtes tombé par hasard sur ce podcast, vous êtes au bon endroit pour écouter le podcast avec les gens qui luttent pour réaliser un projet artistique. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur cet nouvel épisode où nous allons discuter avec un ami, un artiste, un comédien, metteur en scène. Yo June, comment ça va? Attends, on va... Si on commence avec cette petite musique. Tu connais ce groupe? On connaît tous ce groupe. Est-ce que t'as déjà dansé ce groupe? J'ai dansé ça une fois. Ouais. C'est à l'hôtel Lobson. Ah, dans leur bastion. Oui. Ok. J'ai dansé ça là-bas. Tu l'as déjà fait au festival de jazz de Port-au-Prince un peu, non? Non, je fais d'autres groupes, pas ce groupe-là au festival. Ouais. Mais commençons par cette mauvaise nouvelle peut-être. T'as appris leur dissolution cette semaine. Non, je sais pas vraiment. Ah, c'est moi, je viens de te l'apprendre alors? Non. Ok, il y a Richard Morse qui a fait un tweet pour dire que il est plus dans le groupe et c'est la fin du groupe RAM. Et qui a remercié Luniz et... Ah, je pense qu'il n'est plus capable ou il veut plus être dans le groupe parce que normalement il commence à se faire vieux, on va dire. Je sais pas, moi je l'ai vu le 31 octobre, là, il a joué à Paris, le dernier concert de Ram et Bookman Experience. J'ai été à ce concert et il était là. Est-ce qu'il chante bien comme avant? Il a toujours la même vigueur? Je pense qu'il chantait, mais tu vois, si tu connais Richard Morse, donc il n'était pas dans autant d'énergie où il dansait, il était un peu partout. Je pense qu'il est peut-être il est peut-être malade ou je sais pas quoi, mais est-ce que pour toi, c'est une raison d'annoncer la fin de ce groupe qui fait quand même partie du patrimoine musical haïtien? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que, au fait, le problème, c'est que le groupe repose sur ces deux personnes. Pourtant, un groupe comme ça, qu'on considère comme un patrimoine, c'est un patrimoine. On doit avoir des pépinières. Il faut qu'il y ait... que quelqu'un passe le relais à quelqu'un d'autre. C'est comme si on me dit demain il y a Lolo ou Manzé qui quitte Bookman et puis Bookman disparaît. C'est vraiment... C'est tout comme... Ouais. Mais en tant qu'artiste, est-ce que ça te fait un truc en particulier d'entendre que des groupes de ton enfance ou des institutions comme RAM, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que comme choc ou aussi pas? Moi, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc du tout. Je sais que tout meurt un jour. Mais quand on parle d'un patrimoine, c'est autre chose. Il faut que ça perdure dans le temps. Mais ça ne me fait aucun choc du tout. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui devrait arriver. Oui. Sauf que le nom qui est un patrimoine devrait rester dans le temps. Je vois. Mais je dis, est-ce que ça n'a pas aussi, peut-être aussi, tu vois, le fait qu'ils n'ont plus leur bastion, parce que quand tu parles de RAM, tu parles de Hôtel Olofsson, toute la situation du pays, on sait que Cafoufeuille, aujourd'hui, tu peux plus aller là-bas comme c'était, quoi. Est-ce que tout ça ne joue pas aussi un rôle dans de dire, OK, on a construit ça pendant assez longtemps. Si tu définis pas le RAM du jeudi soir où tu allais danser à Hôtel Olofsson, c'est comme si il y a une partie du groupe qui meurt, quoi. Tu vois? Mais je pense qu'il y a ça aussi. Des fois, je prends ça par rapport à moi. Des fois, on a envie de faire quelque chose pendant un temps. Après, on se lasse de ce quelque chose-là. Peut-être, il se dit, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de me poser. Il y a ça aussi. Et sauf, comme on vient de le dire, c'est le patrimoine qui devrait rester. Mais la personne peut s'en aller ou il peut annoncer qu'il quitte le groupe ou pas. Par exemple, moi, avant, je faisais quelque chose. Après, je me suis dit, je me lasse de ça. Je vais faire autre chose. Oui, mais le groupe se repose sur le visage de deux personnes. Bon, bref, c'était un petit peu pour parler de l'actualité, aussi un moyen de rentrer dans nos discussions, ce qu'on va essayer de faire sur ce podcast, de parler de toi en tant qu'artiste. Moi, je t'ai connu en Haïti.
à l'époque où j'organisais le festival Théâtrophilie. C'était le festival ça de fait théâtre longtemps. à l'époque. Ça fait un bon petit bout de Ça temps. fait 2014, 2015, je pense. 2014, je pense. Ça fait déjà 10 ans alors. Ça fait 10 ans. Ah ouais, c'est vrai, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Si. Ah ouais. Donc on peut fêter 10 ans d'amitié, si tu veux. Non, je vais pas trinquer avec l'eau avec toi. Non, je trinque pas à l'eau. Non, je lève mon verre comme dit l'autre quand même. Ben déjà, je peux dire que tu as plus que 10 ans de carrière en tant qu'artiste. Je compte pas ça comme ça. Parce que moi, j'ai une partie de... modeste. Non, j'ai une partie de ma vie en tant qu'artiste, je dis, c'est à une partie d'essai. Parce que je ne savais pas que j'avais envie de faire ça avant. Au prime abord, je le faisais parce que j'avais envie de le faire, mais pas en tant que métier. J'avais envie de le faire, c'est un hobby. Et du coup, j'ai toujours envie de monter sur scène à un moment donné. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Mais après, dans ma tête, je ne me suis pas dit que c'est un métier. Ouais. Je ne me suis jamais fait cet raisonnement-là. On va se permettre, comme c'est un premier format, j'ai l'impression que les pieds micro, ça donne un petit peu de contraignant. On peut les enlever, tu vois. Comme ça, c'est un format qu'on fait, on a autant de liberté, je pense. Moi, j'ai l'impression que les pieds, t'avais ça comme impression aussi, quoi. Ouais, ça fait un peu toi aussi, ça fait un peu stand-up. Ouais, là, je préfère, on est un petit peu mode conférence, c'est pas. Et comme ça, on peut, on peut être plus chill, plus cool. J'aime bien les petites couleurs aussi qu'il y a sur les micros. Ça fait bizarre, ces couleurs, mais bon, chercher le bleu pour faire bleu au rouge, mais j'ai pas trouvé, donc je pense que c'est... Parce que le rose et le rouge, ça fait bizarre quand même. Ouais. Aïe. Pour nous qui sommes haïtiens, ça fait bizarre. Moi, je sais. Il n'y a rien à voir. Ça, on n'interprète pas les couleurs. Rose, c'est la couleur de l'amour. Et le rouge, c'est la couleur du sang. Et June, je voudrais aborder plein de questions avec toi. Comme on a dit, comme on a commencé sur la question de comment tu es devenu artiste. Cette période où tu t'es pas considéré comme artiste avant, tu étais en période d'essai, mais qu'est-ce qui te manquait pour dire que tu étais artiste complet à cette époque, ou qu'est-ce qui te manquait? Il te manquait des fiches de paye? Il te manquait c'est quoi? C'était entre 2010 et 2014. C'est-à-dire en 2010, j'ai commencé à faire du théâtre vraiment en 2010. C'est-à-dire, c'est ma rentrée dans le théâtre, mais moi je suis rentré directement sur la scène. J'ai jamais fait... T'as pas fait d'école de formation? J'ai jamais fait d'école de formation de théâtre avant. Oui, je me suis formé dans le temps, ou avec le temps, pendant. Mais avant, j'ai jamais fait de formation de théâtre. Je suis rentré dans une troupe, on va dire. C'était laquelle? C'était celle de Ernst Sarom? Non, c'était après Ernst Sarom. C'était après. C'est un groupe qui s'appelle Anakaona Goman. On m'a passé un test. Ouais. On m'a passé un test parce que j'ai vu... je voulais faire ça. Et puis, j'ai vu une fois, je passais tout à l'avenue N, un peu près de chez moi quand même. Ouais, pas loin de la focale. Oui. Et puis, il y avait une école qui s'appelait Collège de l'Étoile à l'époque. Puis, j'ai vu théâtre gratis, musique gratis, etc. Je dis tout ce qui est gratuit, moi tu prends. Et je suis rentré, on m'a dit... C'est les gens de mec il va dans des funérailles, dans des cérémonies de mariage, il repart avec plus de trucs que tout le monde. C'est comme c'est gratuit. Comme c'est gratuit, c'est pas. En Haïti, quand on te donne, tu prends. Et puis du coup, là, quand je suis rentré, on m'a dit, est-ce que vous voulez vous inscrire? Je dis, je suis là pour ça. Je me suis... on a pris mon nom. Je fais en sorte de vous raconter comme ça c'était fait. On a pris mon nom, on a fait une petite liste, on a dit, ok, vous êtes sur cette liste-là. Vous avez choisi quoi? J'ai dit le théâtre. On m'a dit, ok. Il y avait plusieurs options, donc il n'y avait pas que le théâtre. Il y avait la musique, le théâtre et la danse. Et la danse, parce que c'était un groupe, Anakaona Goman, c'est très connu à une époque en Haïti, Anakaona. Oui, je pense que ça me dit quelque chose. Il y avait qui à l'époque avec toi? Que je vois si je peux restituer. Il y avait plein de monde, mais moi je me rappelle pas. Il y avait du Ramel qui était. Ah oui, du Hamel, c'est ça, du Kamel qui était dans le groupe, mais il y avait plein de monde autour de nous, parce que c'était un groupe. Il y avait je me rappelle pas de son nom. Il fait de la danse, il est très bon. Il fait je pense qu'il fait toutes les danses qu'on peut faire. Parce qu'il fait du salsa,
Dans ce folklore Haïti, on l'appelait tellement maître que j'ai oublié son nom. Il est tout fin. Tout fin. Ouais. C'est ça avec les danseurs. Oui. Ils bouffent, tu sais pas où c'est part. Il y avait un metteur en scène, il y avait un chorégraphe, il y avait des assistants, etc. Et là, on était plutôt dans des programmes post-tremblement de terre. Oui, post-tremblement de terre. Parce qu'effectivement, à une période, à Port-au-Prince, il y avait plein de ces genres de trucs. Il y avait pas mal d'appels d'offres ou des trucs où tu allais jouer sous les tentes ou aller jouer dans des camps. Et je crois qu'il y avait une vague financement pour la culture à cette époque. Oui, à cette époque-là, il y avait ça. Dommage qui est très mal utilisé, mais bon, pour moi. Et puis après, on m'a fait lire un texte. J'ai juste... C'est ça l'audition, c'était ça l'audition. Tu lis un texte, et après avoir lu le texte, on m'a dit « Ok, vous êtes bon. » C'est bon. Okay. Ah ouais. Et puis on a travaillé en atelier. Ce qui était bien, c'est qu'on travaille en atelier pendant une période donnée, je ne me rappelle pas, mais on travaillait. Parce que j'avais commencé à faire ça, je pense, vers avril, et en juin, on est sur scène. Ouais, c'est tout de suite sur scène. On a travaillé sur des textes comme ça, et puis on a choisi des séquences de textes, et puis on a monté toute une pièce. Et la pièce, c'était avec... il y avait de la danse, il y avait du théâtre, il y avait de la musique, puisque le groupe, il y avait ça. Il y avait ces 3 disciplines dans le groupe. Okay. Et c'est comme ça a démarré. Et après, j'ai continué. Mais... continuer sans me poser de questions, parce que je ne savais pas que je pouvais être payé quand on ne m'avait pas payé à mes débuts. Et puis, une fois, il y a un metteur en scène qui m'a appelé, qui m'a vu. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai une pièce, j'aurais aimé que tu joues dans la pièce. J'ai dit, je joue quoi dans la pièce? Il m'a dit, non, mais il y a des... Parce que moi, je faisais c'était des montages de textes, etc. Il m'a dit, non, il y a un personnage, tu vas jouer un personnage qui s'appelle... je me rappelle pas. Et puis, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, si je peux le faire, ça m'intéresse. Tant mieux. Et puis, c'est non, mais le truc, il a ajouté après. Il m'a dit, on va te payer. J'ai dit, mais je dis rien dans ma tête. Je dis, on peut. Enfin. On peut avoir un cachet avec ça, mon ami. Et c'est là ça a commencé. Je me dis, j'ai mon premier cachet. Mon premier cachet était, je me rappelle de mon premier cachet. Je me rappellerai de ça toute ma vie. C'était $1,000 haïtiens, 5000 gourdes. Et à l'époque, tu as 5000 gourdes, tu rentres à la maison, tu te sens riche, frère. Tu payais déjà ton loyer. Hein. Avec $1,000, c'est bien. Hein. Et du coup, ça a continué. J'ai pu rencontrer Ernst Sarom. Et puis, j'ai été à Copart. Alors, mais raconte-moi cette rencontre avec Ernst Sarom. En fait, j'aime pas raconter cette rencontre, ou j'aime pas raconter les rencontres que j'ai vraiment avec les gens, parce que c'est fini en queue de poisson. Oui, si c'est sentimental. Oh là là. J'ai souffert. Non, mais c'est juste non, je parle pas de souffrance ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais j'ai une conception de la vie, il n'y a pas de souffrance, il y a rien, il y a des expériences tout simplement. Mais j'aime pas raconter mes rencontres avec les gens, comme j'aime pas raconter ma vie privée non plus. Par exemple, on ne sait pas si j'ai une femme, ma vie privée, c'est ma vie privée. C'est vrai, je me pose toujours cette question, est-ce que tu as une femme? Ouais, mais je raconte jamais ça. Je peux faire des blagues par rapport aux ex, etc., mais je ne cite jamais de nom, généralement. Et si je cite un nom, la personne en question ne connaît pas la personne, tu vois. Est-ce que ton père, il est un petit peu inquiet par rapport à ça? Par rapport à quoi? Que t'as jamais eu de meuf. Ah non, mais il sait. Je pense qu'il sait que j'ai eu des aventures ou que j'ai eu une meuf, mais que j'en parle pas. Ça l'inquiète. Je pense que ça l'inquiète beaucoup. Et à chaque fois, il me dit, mais pourquoi tu me présentes pas un tel ou un tel? Moi, ça, c'est ma vie. Je pense qu'il y a ça dans la vie d'un artiste pour moi. C'est comme mes enfants, je ne vais pas les poster sur Internet ou quoi que ce soit, tu vois. Et jamais on saura si j'ai des enfants ou pas. Je pense que c'est ça. Je fais
décantation entre ma vie d'artiste et ma vie privée. C'est comme ça. Ok. Et donc, toi, tu fais aussi de la musique, tu fais pas que le théâtre. Comment t'es arrivé? Mais tes débuts avant d'arriver dans ça, de faire de la musique, je sais que tu as un parcours à l'église aussi. Ouais, au fait, j'ai fait... Parce que là, quand tu me dis que ça a commencé en 2010, je veux bien dire que non, ça a commencé avant avec la musique. Les fibres artistiques, tu l'avais bien avant. Oui, parce que je faisais de la musique à l'église. Ouais. Normalement, j'ai commencé avec la musique, mais commencer juste pour commencer. C'est-à-dire, je voulais jouer de la guitare pour pouvoir jouer à l'église, tu vois. Comme quand tu vois un musicien à l'église, tu dis, t'aurais aimé faire ça. Et j'ai dit, il y avait un guitariste. Moi, j'ai essayé de faire ça. Il y a un guitariste qui m'a donné envie de faire ça, c'était Natel. C'est un super bon guitariste qui jouait à l'église. Il a joué pendant qu'on y est, il a joué avec Ram aussi pendant un moment. Okay. À l'église, tout ça. Oui. Je pense après, on l'a viré de l'église. Il a compris les choses. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la guitare. J'ai fait un an de guitare. Et après, j'ai pas continué à faire de la guitare, mais je composais. C'est-à-dire, j'étais un bon guitariste, mais sans être guitariste. C'est-à-dire, j'ai pas joué à l'église pendant un bon bout de temps. J'ai joué, on va dire, une dizaine de fois, mais après, j'ai composé pour des chorales. Ça, c'est mon point fort. Je peux composer sur n'importe quel rythme de musique, n'importe quel style, surtout du jazz, gospel. Surtout, on faisait ça à l'église. À l'église, tu fais du gospel. Tu étais maestro de chorale? Non, je composais. Je composais juste. Et il y avait un maestro avec moi, et moi, je composais. Moi, j'ai kiffé cette période de ma vie. Je C'était faisais partie de la chorale de mon église où surtout, il y avait plein de filles, des chants. Oui. Il y a des chants là derrière. L'homme qui parle pas des meufs, mais premier souvenir de l'église, ce sont les meufs. On comprend. Dieu est amour. Ok, et donc tu fais de la musique et maintenant aujourd'hui tu fais du théâtre, mais tu fais aussi un mélange entre la musique et le théâtre. À quel moment tu t'es dit je vais rallier ces deux arts pour les mettre sur scène, et surtout tu fais un genre comique? Je ne sais pas si tu appelles ça du stand-up ou du one man, mais tu fais un genre comique. Je pense que c'est à partir de 2016. Je vais commencer ma carrière professionnelle. Je dis, c'est là que j'entame vraiment sérieusement. Je dis que je vais faire du théâtre. 2016, mais avant ça, tu avais déjà joué sur le festival Quatre Chemins. Non. Sur le festival... c'est 2016, j'ai joué. Pardon, pas Quatre Chemins. Quatre Chemins, justement, j'ai des questions sur Quatre Chemins à venir tout à l'heure. J'avais joué dans des festivals avant. J'avais joué dans ton festival à toi. Oui. J'avais joué dans un festival à la Martinique en 2013 après. J'avais joué dans une semaine qu'on appelle la semaine de marionnettes avec Copart en 2014. C'était un gros truc à l'époque. Et je faisais je jouais sur des pièces. Je faisais on va dire des petites tournées avec des groupes comme Kosen, comme Copart. Tu vois, j'ai pas mal fait de choses avant, mais je ne me considérais pas comme professionnel. Pourquoi ? Okay. Parce que je pense que c'est parce que, au fait, j'étais sous la tutelle d'eux. Je pense que c'était ça. Et moi, je voulais faire quelque chose qui me concerne. C'est-à-dire, je voulais créer mes propres histoires, je voulais parler de ma vie, je voulais faire quelque chose que j'ai envie de faire vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à faire des contes. Je suis comme le conte et je mélange le conte et la musique puisque je fais de la musique, et puis ça a tourné vers l'humour, la musique, le conte en général, et ça fait un truc vraiment, je ne peux pas appeler ça, c'est de l'humour, c'est vraiment de l'humour parce que dans mon spectacle on rit tout le temps, je vais dire c'est de l'humour, mais c'est pas du stand-up. C'est pourquoi je dis que c'est du seul en scène, parce que je fais ce que je veux dans un moment donné. Par exemple, il y a un côté stand-upper, par exemple, j'improvise beaucoup, mais c'est sur le fait. C'est-à-dire, moi, c'est pas des improvisations préparées, c'est de vraies improvisations. C'est-à-dire sur le fait, par exemple, il y a un vers sur la scène,
sur la table, là, il y a un verre, et puis je trouve que le verre, il est intéressant, il est pas comme tous les verres d'avant. J'ai dit, mais ce verre-là, il se la pète. Elle se la pète. Tu vois, ce verre-là, il se la pète. Pourquoi il est comme ça, qu'il a mis là? Et je vais improviser sur ce verre qui est sur la table. Mais j'avais pas ce tram-là avant. Et je laisse toujours cette partie-là. C'est cette partie de stand-upper que j'ai, mais après, je raconte, moi, des histoires, puisque à la base, je suis conteur. Je dis ça dans mon spectacle aussi. Je dis, moi, à la base, je suis conteur. Ben oui, c'est un sacré mélange. Je pense que c'est un ensemble d'atouts que tu as, à la fois ton côté de maestro, de compositeur, et guitariste, et puis ton côté d'acteur, donc de comédien et conteur, donc ça te permet de faire un mesclade de tout ça. Et c'est pourquoi j'ai des musiques aussi dans mon spectacle. Par exemple, dans mon spectacle là, j'ai 3 musiques, 3 compositions originales, c'est-à-dire j'ai composé des musiques pour mettre directement pour le spectacle. Et cette carrière professionnelle, tu vas le démarrer quand et comment sur 2016? Est-ce que c'est avec ton appel de résidence pas 4 chemins? Oui, c'était ça. Est-ce que c'est ça que tu vas dire qui a été pour toi une sorte de sacralisation et que tu dis là, on peut plus faire marche arrière, je suis un artiste parce que je viens d'avoir un gros chèque? Là, c'est une belle histoire. Je montais une de mes pièces qui s'appelle Séjour en enfer, mais je montais ça avec des marionnettes. Je voulais adapter ça avec des marionnettes. Je dis non, je vais pas avoir des comédiens sur scène parce que c'est ce que je veux. Les comédiens ne peuvent pas le faire parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Séjour en enfer, c'est quelque chose qui se passe, tu vois, vraiment un truc lugubre, grisâtre. On n'a pas de matière, on n'aura pas d'assez de moyens économiques pour le faire. C'était ça. Je voulais le faire avec des comédiens, mais on ne pourrait pas parce que il m'aurait fallu beaucoup de décors. Et je me suis dit, ok, je vais l'adapter avec des marionnettes. Parce que les marionnettes permettent de prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de monter ça. Et là, j'ai commencé à monter le spectacle. J'ai appelé le directeur du festival 4 Chemins et je lui ai dit, j'ai un spectacle que je veux proposer au festival de 4 Chemins. Est-ce que vous pouvez venir voir ce spectacle? Et puis, on l'a invité voir une répétition de ce spectacle. J'avais les comédiens qui étaient là, mais c'était toujours des mélanges. J'avais des musiciens et des chanteurs aussi. Il y avait 3 chanteurs à l'époque sur ce spectacle-là, plus les comédiens marionnettistes. Bon, des comédiens que j'ai transformés en comédiens marionnettistes. Okay. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient la marionnette. Non, c'était juste tout. Il y avait Kenny, il y avait Billy Désir, c'est des comédiens, tu les connais. Okay. C'était pas des gens qui étaient spécialisés de dire je faisais de la marionnette. Ok. Et puis il est venu avec son staff, sa petite équipe, et puis il a regardé le spectacle. Il m'a dit mais où étais-tu avant? J'ai dit mais j'étais toujours là, je faisais des trucs dans les écoles, etc. Mais je ne vous connais pas, mais ce que vous proposez, j'aime, parce qu'il n'y avait pas beaucoup ça en plus. Et puis il m'a proposé de travailler avec quelqu'un d'autre. Il m'a surtout sur le texte, parce que à l'époque j'avais encore des lacunes sur les textes. C'est normal parce que je pense que c'était ma première pièce. C'était ma première pièce en plus. Et puis il m'a dit tu dois travailler avec Cito Cavé pour qu'il te donne des indications, etc. Mais j'ai jamais eu la chance de travailler avec Cito parce que Cito était toujours occupé à l'époque. Et après il m'a dit mais j'ai un festival, pas seulement le festival, l'association 4 Chemins propose des résidences d'artistes. Tu peux proposer quelque chose. Et puis je me suis dit eh bien ok, je vais proposer. J'ai proposé une fois, bon, on m'a pas pris. Et là c'était en 2015. Et en 2016 j'ai reproposé. Bon, j'ai fait une autre proposition, un mélange de contes, de musique, de marionnettes. C'était vraiment je pense que c'était je vais m'envoyer des fleurs. C'était l'un des plus beaux spectacles au 4 Chemins à l'époque, parce que c'était un spectacle qui t'étais là dans mon spectacle à l'époque. 2016. Ouais, t'étais là, je pense. C'était, il y avait les contes, il y avait la musique, j'avais 2 musiciens avec moi que tu connais bien en plus. C'est Marco.
Moi, j'ai un grave problème avec les noms. Il fait perdu? Non, ne me piège pas sur ce genre de truc. Personne va me dire que je connais des gens. Même mon père, des fois, si je le vois pas en photo, je sais pas si c'est lui, tu vois. Des fois, j'oublie son prénom. Mais oui, en fait, justement, c'est que parce que à l'époque, le festival Quatre Chemins, je pense que c'est toujours peut-être pareil, mais à l'époque, moi, quand j'étais à l'École nationale des arts ou quand je démarrais à Port-au-Prince, c'était un peu le festival de rêve pour les jeunes comédiens. Ah oui, c'était atteindre. ça. Et même avoir une bourse de résidence de Quatre Chemins, je peux comprendre l'effet que ça fait sur toi, parce que ça a été genre que tu rentres dans la cour des grands, si on peut dire. Pour moi, c'était le Graal. Tu vois, j'ai eu une résidence d'artiste qui me permet de créer. Ouais. J'ai de l'argent pour créer. Et après... Pour boire de la bière aussi. Je bois pas beaucoup de bière. Mais pour créer... Il veut pas le dire parce qu'il sait que son père écoute le podcast. Mais on sait qu'il en boit. Et puis après, tu es tout de suite... j'ai fait une date à la Focale après ma résidence. Et puis tout de suite, il y avait le directeur du festival Quatre Chemins qui était là. Il a dit devant le public... C'était ça ma fierté en plus. Devant tout le public, il m'a dit je prends ce spectacle dans mon... accompagnement, tu as aussi des moyens. Tu vois, surtout qu'à l'époque, nous, on faisait du théâtre avec nos doigts. Ah oui. Moi, je me rappelle quand tu avais joué dans le festival. Oui. Il y avait... on n'avait pas le moyen nous, pour faire le festival. Il y avait un truc qu'on avait beaucoup et que les gens n'avaient pas. Même tous les autres festivals n'avaient pas. On avait beaucoup d'audace. Ça, l'audace, moi j'en avais en stock. Je vendais ce festival comme étant un truc énorme. Pourtant, dans le fond, c'était la volonté de ces jeunes. C'était vraiment la volonté. Mais ça aussi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ton festival. Ça aussi m'a donné envie parce que c'est mon premier seul en scène vraiment dans ton festival à toi, tu vois. C'était Fokifura à l'époque. Ah oui, ça m'a donné envie de... Wow, j'ai dit, mais j'ai envie de faire des trucs à moi, tu vois. Quand je dis à moi, c'est pas que mes textes. Je ne veux pas jouer que mes textes. Mais des trucs vraiment des trucs que je décide de faire. Ouais. Et quand j'ai eu la dissolution avec les troupes, parce que j'étais dans les troupes avant, mais ces dissolutions, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et puis j'ai dit, bon, la vie c'est comme ça. Il y a un début, il y a une fin. Je dis, c'est fini. Ok, je vais créer moi-même. Et là, je commence à créer. Et à partir de là, j'ai créé au Festival Quatre Chemins. Et j'ai continué à créer comme ça. Et au Festival Quatre Chemins, c'était ma première création et mise en scène, on va dire, mais toujours un peu en retrait parce que j'étais sur mes... Je restais un peu sur mes acquis. La musique, c'est mon point fort. Quand je mets de la musique dans le théâtre, ça va cartonner, ça, je le sais. Parce que c'est mon point fort. C'est là où tu peux t'appuyer pour monter. Et je dis, OK, après, je vais me mettre en danger. Je vais faire une vraie mise en scène, écrire une vraie pièce. C'est là que j'ai eu à écrire l'une des pièces que j'ai eu la chance de tourner, de faire des résidences artistiques avec aussi. C'est Henri, j'appelle ça Ciné-Évolution, Henri au cinéma. Et c'est parce que je voulais me mettre en danger. J'avais jamais écrit une pièce comme ça avant. J'ai écrit une pièce et j'ai eu la chance d'aller en résidence, aller créer en résidence avec. J'ai créé ça en Suisse. J'ai mis des comédiens suisses sur scène. On a tourné en Suisse. Et puis en Haïti, j'ai joué avec d'autres comédiens en Haïti. Je parle de ça parce que j'ai envie de parler de l'un de mes comédiens, moi je dis de mes comédiens entre guillemets, qui a travaillé sur cette pièce, c'est Farid, qui n'est plus avec nous, que je salue sa mémoire, Farid Sauvignon, qui a joué sur cette pièce avec Billy, parce que c'est deux comédiens sur scène. Bon, c'est une pièce on peut jouer cette pièce avec autant de comédiens que possible, mais j'ai choisi de faire une mise en scène avec deux comédiens. Et c'était juste pour me mettre en danger aussi, pour essayer d'enlever, on peut dire entre guillemets, cette béquille qu'est la musique. Et ça a marché. C'est intéressant. Ta résidence, tu l'avais fait dans quelle ville ? Je l'avais fait à Monté. Non, je parle de la résidence Quatre Chemins. C'était à quelle ville en Haïti ? Au CAI. Les CAI, dans le sud.
J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a un mot que tu as prononcé plusieurs fois et qui est hyper intéressant. Et se mettre en danger. C'est-à-dire que là, tu as un peu expliqué en tant que cette mise en danger dans des propositions. Mais est-ce que de décider d'être artiste dans un pays comme Haïti, là, on n'arrive pas sur ton parcours de là où tu es, est-ce que c'est pas se mettre en danger tout court? Ah oui, moi je pense que j'adore ça. J'adore me mettre en danger, c'est-à-dire j'adore pousser un peu plus. Par exemple, on a tous des points forts et des points faibles. Mes points forts, je les connais. Et j'aime pas quand je suis trop à l'aise j'aime pas cette chose de confort. Par exemple, je vois, tu te mets en danger même avec ton public, tu fais de l'humour noir. Oui, je fais de l'humour noir. J'aime pas être trop à l'aise. Je pense que la vie est digne d'être vécue si on se met en danger, si on fait des expériences qui nous prend dans les tripes. Par exemple, moi j'ai une formation en sciences juridiques, je ne le dis jamais. Et, c'est parce que je voulais le faire au début, et puis il y a mon père qui voulait. Après j'ai dit mais c'est trop facile pour moi. Tu vois, même à l'école, j'avais une facilité à apprendre le droit. Je trouvais que c'était trop facile. J'ai eu des moyennes 700 sans même travailler vraiment. Et je trouvais que c'était trop. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de création. Tu connais Haïti, tu sais que on te donne des notes, tu étudies les notes, tu as 80 sur 100, quoi. Et j'avais une bonne mémoire à l'époque. Du coup, il y a le prof là qui vient, qui donne un feuillet, j'apprends le feuillet et j'ai 80 sur 100, j'ai 70 sur 100. Tu vois, je trouvais que c'était trop facile. Oui, mais ça, je pense que c'est aussi une bonne qualité ou une bonne capacité, parce que pouvoir apprendre, déjà le par cœur, je pense, chapeau pour les gens qui arrivent à le faire, mais aussi être discipliné dans ce sens-là, savoir que tu as des notes et que tu as le temps de les apprendre et pour être prêt pour les jours d'examen. Moi, je trouve que c'est pas une mise en danger dans ça, mais je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Contrairement, moi j'aurais bien aimé avoir cette capacité, mais moi, non, mais c'est une perception, c'est une manière de voir la vie. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu des problèmes avec les notes. C'est-à-dire, j'aime pas qu'on me note, tu vois. J'aime pas ce truc, toi tu as 8, moi j'ai 10, pourquoi tu as 8 ? Parce que tu as gardé tout en tête. Moi j'ai 8 parce que j'ai pas pu garder tout en tête. Je pense pas que c'est ça l'intelligence pour moi. C'est pourquoi je pense que l'intelligence, c'est pour moi, je le dis pour moi, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais pour moi, une personne qui est intelligente, c'est une personne qui arrive à créer des problèmes. C'est pourquoi je parle toujours de mettre en danger, à créer des problèmes, à pas trouver des solutions, tu vois, à créer, là il y a un problème là, pourquoi tu mets ce problème là, et peut-être que les autres vont résoudre le problème, mais lui il crée des choses comme ça. C'est comme dans les créations, tu vois, tu te mets un challenge, tu dis tu vas écrire un texte, j'ai une phrase, j'écris un texte. Ouais. J'avais une phrase, par exemple, je me rappelle Cinévolution, il y a quelqu'un qui a fait une phrase, et j'ai pris la phrase, j'ai parti de cette phrase pour écrire une pièce de théâtre. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ta phrase ? Il m'a dit, j'ai lancé cette phrase comme ça. Tu fais ce que tu veux. Mais il ne savait pas que j'allais écrire un texte avec cette phrase. Je suis parti de cette phrase-là, tu vois. C'est ça que j'aime je pense que j'aime dans les arts, en général, musique, théâtre et autres, tu vois. On n'a pas à te noter. Soit tu es bon, soit tu es pas bon, quoi. J'aime pas qu'on me note. C'est pourquoi moi, je pense que c'est pour ça aussi que je fais de l'humour noir. J'attends pas de rire. J'aime choquer de préférence. J'aime quand ça choque, quand la personne dit « Ouh !» J'ai des « ouh » dans la salle des fois. Ce petit junior, il est effronté. J'ai des « ouh » dans la salle des fois. Mais c'est terrible. Je me rappelle une fois, il y a une femme qui voulait se prendre à moi physiquement. Mais... après, c'est que elle savait pas ce que j'allais dire. Elle
elle n'a pas attendu la chute. Parce qu'elle avait une chute derrière, mais elle a pris tellement au premier degré, ce que je dis. Et puis elle était énervée. Et puis, après la chute, elle s'est sentie, je sais pas, mais misérable ou bête, etc. C'est ça que j'adore voir ça dans une salle de théâtre. Par exemple, j'adore quand il y a un malaise. Tu mets un malaise. J'arrive, je mets un malaise. Je suis là. Et ça, tu peux l'installer juste avec une présence, Oui, des fois, j'arrive, je l'installe. J'ai été jouer à l'Ozès, j'arrive, je fais 1 minute sans rien dire. Les personnes pensaient que j'avais oublié mon texte. J'ai fait 1 minute, j'installe le malaise. Il y avait ce malaise-là et tous les gens étaient comme ça. Ils se regardaient. J'ai rien dit, j'ai fait exprès. Ouais, chaque chose compte sur une scène. Le temps de silence aussi vaut 1000 que même les paroles. Maintenant, Junior, tu n'es plus en Haïti. John Jazz, on m'appelle John Jazz. Junior John Jazz. John Jazz. John Jazz. Ouais. John Jazz. Tu vois ce qu'il fait, c'est son nom d'artiste que je dois bien prononcer. Je préfère ce nom-là. Et maintenant, tu n'es plus en Haïti, tu es à l'étranger. Tu es un peu comme moi, un artiste... je sais pas, moi je peux pas dire que je suis un artiste exilé, j'ai pas été exilé, mais contraint de rester en dehors de son pays parce que retourner est difficile, ou aller pratiquer ce qu'on fait comme art aujourd'hui, les espaces sont en manque. Comment tu le vis? Est-ce que tu considères que ça a été un bon choix d'être artiste, et maintenant que tu es loin de ton pays et que tu es toujours encore, est-ce que tu es toujours en accord avec toi-même avec ce choix d'être toujours artiste ou non? Moi je me définis qu'artiste, même qu'artiste? Oui, qu'artiste. C'est-à-dire que artiste. Ah, que artiste, pardon. Je pensais que c'était un quart artiste. Non. C'est-à-dire même par rapport à mes autres formations, je ne les dis jamais. Il n'y a personne qui... si je le dis là, peut-être que... Mais les gens ne savent pas ce que je sais. 1 million de vues, tout le monde va le savoir. Ouais. Les gens ne savent pas ce que je fais. Les gens me voient sur scène ou voient une vidéo de moi, mais ils ne savent pas ce que je fais. C'est-à-dire, moi, je veux qu'on me voie comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai à proposer aux gens. Mais ma vie, je propose pas ma vie. C'est pourquoi je me définis en tant qu'artiste. C'est-à-dire, après, ce que je fais de ma vie, ça me regarde. Tu vois, j'en parle pas. Je parle pas du tout. J'ai travaillé comme tout le monde, peut-être. Mais pas que sur la scène. J'ai fait d'autres métiers, mais j'en parle jamais, tu vois. Et je préfère ça. C'est pourquoi je reste sur ce mot-là. Et arrivé ici, moi, je suis pas dans cette politique de dire ici est dur, là-bas est dur, ou ici est mieux, là-bas est mieux. Je ne suis pas dans cette philosophie de vie-là. Je fais des choses en attendant ou pendant que je suis là, je vais proposer des choses. J'ai commencé à proposer déjà et je vais continuer de proposer et je fais ma vie. C'est comme si moi je recommence à chaque fois. Là, je suis venu ici faire une nouvelle carrière, pas comme celle. J'ai fait mon temps en Haïti de 2016 à 2000, on va dire de 2016 à 2000. Je suis arrivé ici en 2023. On va dire de 2016 à 2022, j'ai beaucoup joué en Haïti, même si je partais dans des festivals. Et ça, c'était mon temps pour Haïti. Et là, je vais faire un temps ici. C'est une autre carrière. Je vais redémarrer ma carrière ici. Et je fais ce décalage-là et je ne veux pas penser à Haïti pendant que je suis là. Mais pour moi, j'habite en Haïti. J'habite pas à l'étranger. Je ne vais pas dire que j'habite à l'étranger. Parce que mon adresse de toujours et mon numéro de téléphone, c'est Haïti. Tu vois, c'est pourquoi je dis que j'habite en Haïti. Mais j'ai une carrière. C'est comme si, ok, je vais le formuler autrement. C'est comme si je travaille maintenant ici. Je viens pour travailler ici. Je travaille à l'étranger, je vais dire.
Là, maintenant, je travaille à l'étranger pour un moment. Mais ton esprit et tout ce que tu fais est toujours en Haïti. Oui, moi, c'est ça. J'habite en Haïti et je serai toujours... dans ma tête, c'est ça. Mais comment on se positionne quand on est artiste et que son pays va mal? Nous, on dit les choses. Parce que le théâtre, c'est la représentation même de la vie, la représentation de tout ce qui se passe dans la société. Et nous, on le porte sur scène, quoi. Par exemple, moi, je parle pas d'Haïti. Par exemple, je parle par exemple, quand j'ai une partie dans mon spectacle, je fais beaucoup de politique. J'adore taper sur ces mecs-là. Et c'est les plus faciles. Ils font tellement de conneries. Ouais. Et dans cette partie-là, vous allez voir, je fais des rapports entre la politique d'ici et la politique de là-bas. C'est ça qu'on peut faire, nous, en tant qu'artistes. On a notre seule arme, c'est la scène ou notre voix ou ce qu'on propose. C'est notre création ou nos créations. On n'a pas 1000 choses à faire, quoi. Parce qu'on ne va pas prendre les âmes comme les autres, ou on va pas... C'est comme, y a des gens qui me disent, non, mais toi tu protestes, mais je ne te vois jamais dans les rues pour manifester. Je dis, mais viens dans mon spectacle, tu vas voir comment je manifeste, comment je réclame mes droits et vos droits également. C'est ça, être artiste pour moi. C'est embrasser une cause. Ouais. Pas une cause pour nous, mais une cause qui va servir à tout le monde pendant qu'on en profite également. Il nous reste encore quelques minutes parce que je sais que tu dois bouger. Ouais. Mais c'est tellement intéressant la discussion. Je voudrais bien qu'on refasse un autre épisode et qu'on continue à discuter. Je sais que tu as un apéro dînatoire là. C'est le genre de truc que tu mets ma vie privée sur Internet là. Non mais je cherchais à quel moment je pourrais parler de l'apéro dînatoire parce que franchement moi c'est un truc que j'ai découvert ici. L'apéro dînatoire c'est... Tu penses que tu vas manger, mais... tu fais que grignoter. Tu as plein de trucs, tu grignotes. Mais moi, à chaque fois, je fais des apéros dînatoires avec ma copine. À la fin, quand on rentre à la maison, je lui dis, chérie, est-ce que tu peux me faire des pâtes? Mais tu viens de manger. Ouais, toi, tu viens de manger. Moi, fais-moi des pâtes, s'il te plaît. Ton lien en tant qu'artiste qui travaille à l'étranger, si je reprends ton thème aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé de l'artiste qui était en Haïti et l'artiste qui travaille à l'étranger aujourd'hui? Ah oui, la première chose qui a changé, je ne peux plus jouer en créole, par exemple. Même si j'ai des phrases en créole que je garde dans mon spectacle là. Et ça te manque de ce rapport de langue parce que la langue créole est tellement, il y a tellement de tournures, tellement d'esthétique. Moi j'ai même ce problème contraignant sur mes réseaux quand je fais des lives par exemple. Je parle qu'en français. J'ai des gars qui m'insultent pour dire parle créole. Je dis, oui, je peux parler créole, mais j'ai une grosse communauté francophone et pour l'instant pour mes spectacles, les gens qui vont venir me voir, c'est des gens francophones. C'est pas parce que je veux nier mon créole haïtien, mais c'est juste que même là, est-ce qu'on aurait pu faire notre podcast en créole, mais les gens qui vont écouter ça, je voudrais mieux que c'est des gens qui parlent et qui vont découvrir Haïti à travers nous, ce qu'on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, après, on peut le traduire sur Google, on met créole haïtien. Non, moi je connais sur de nombreuses vidéos que j'ai fait en français, il y a des commentaires comme ça, pourquoi tu parles pas créole, etc. Mais il y a des vidéos que je ne peux pas faire en créole parce que, surtout les vidéos qui ont un caractère universel, je préfère le faire en français et même en anglais, tu vois. Et je pense que c'est ça. Au fait, il y a une grosse communauté haïtienne qui parle créole, on est beaucoup à parler créole, mais le créole haïtien, il est compris presque que par nous. Et du coup, est-ce qu'on peut toujours parler créole? Ça ne veut pas dire qu'on nie le créole. Moi, je peux dire une langue, c'est un moyen de communication. Et si on peut communiquer avec l'autre par rapport à une langue donnée, par rapport à sa langue, on prête sa langue. Et moi, je crois ou
même, je dis que je crois, mais je suis sûr, les langues appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas la langue française, c'est aux Français, la langue créole, c'est aux Haïtiens. Non, mais la langue, ça appartient à tout le monde. Un Américain peut parler créole comme un Français peut vouloir parler créole. Et comme nous, on parle français et autres, quoi. Je suis d'accord. C'est comme ça que je vois tout ça. Oui, tu m'as dit... J'allais dire, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as failli me faire le truc du conférencier. Là. Tu as répondu à la question après. Mais excusez-moi, mademoiselle. C'était quoi encore la question? Oui, c'est... au fait, ça me... je ne peux plus jouer en créole. Et qu'est-ce que je peux plus faire aussi? Il y a des vannes que... Par exemple, il y a des sujets que je ne peux plus traiter, par exemple. Bon, je vais continuer à les traiter dans mes capsules vidéo, mais il y a parce que je fais de l'humour, pas entre guillemets, je fais de l'humour. L'humour, il faut que la personne se reconnaisse dans ce que vous racontez. Même quand je raconte des histoires de chez moi, mais je fais en sorte de faire des parallèles avec des choses ici. Par exemple, je prends des choses de chez moi et je compare avec des choses ici. Je prends la religion de chez moi et un peu de... Tu vois? Et du coup, les gens se reconnaissent. Et c'est ça qui fait rire les gens. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce que tu dis, quoi. Et c'est ça que je ne peux pas faire. C'est encore se mettre en danger. C'est encore aller affronter. Moi, je pense que c'était ça. Je voulais jouer devant un public. La meilleure chose qui me soit arrivée pour moi, c'est jouer devant un public il y avait que francophones. Francophones, on est francophone aussi, mais que des étrangers. Ça veut dire il n'y avait pas d'Haïtiens. Je voulais faire ça. Je voulais voir comment ça réagit à mes vannes, à ce que je propose. Je voulais ressentir tout ça et voir... Vérifier si tes référents étaient assez clairs et universels. Bah oui, et universel. C'est ça le vrai challenge pour moi. Et quand j'ai vu ça, par exemple, dans ma première date ici, je veux dire en France, j'ai fait rire les Blancs. C'est ce que j'ai dit. Et c'était ça. Et c'est un autre challenge. Et je vais aller plus loin avec le challenge. Je sais pas, mais je fais les choses. Mais je te le souhaite. On va arrêter là pour ce premier épisode, Junior. C'est parce que le temps nous fait la guerre et surtout que tu dois bouger. J'avais pris beaucoup de retard avant de démarrer ce podcast, mais on va faire un épisode 2. Et une fois que les gens nous disent ce qu'ils en pensent de ce premier épisode, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et si vous avez aussi des questions, peut-être qu'on pourra ouvrir un truc pour les gens. Ils posent des questions que je pourrais te poser. Des gens qui ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu et qui t'ont vu là. Des gens qui découvrent qu'il est juriste. C'est peut-être le moment. Et qui découvrent aussi qu'il a une femme et des enfants qui est en cachette et qui ne dit pas. C'est le moment de poser la question. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Merci Junior d'avoir répondu à l'appel de ce premier épisode de ce nouveau format de dialogue avec des artistes et des étudiants haïtiens qui sont un peu partout ici au Canada. Partout on y va, on va essayer de dialoguer avec ces gens pour essayer de comprendre, de partager, parler d'autres choses. Et promis, la prochaine fois, on jouera au domino et je vais te massacrer. Ok, merci Christolin. Parce que je l'ai déjà battu plusieurs fois. Ça a été un plaisir et puis merci de m'avoir invité. Et puis, un de ces quatre. Et bon appétit à ton apéro dînatoire. Merci.